Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous du Pitch Day des rencontres digitales IREF, le moment idéal pour découvrir les concepts les plus innovants et inspirants du monde de la franchise. Aujourd'hui, nous allons parler d'un modèle qui conjugue engagement écologique, consommation responsable et proximité avec les consommateurs. Un concept pionnier qui s'est imposé dans le paysage de la distribution alimentaire. Je parle bien sûr de Day by Day, la première chaîne française d'épicerie en vrac. Et pour en parler avec nous, j'ai le plaisir de recevoir David Sutra, le cofondateur du réseau. Bonjour David et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Elsa, c'est un plaisir. Ah ben merci, plaisir partagé. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, pitcher rapidement sur le concept de Day by Day? Day by Day est la première enseigne d'épicerie 100% vrac en France. Aujourd'hui, 40 magasins répartis à peu près sur tout le territoire qui proposent plus de 1000 produits en vrac et en consigne pour moins de gaspillage alimentaire et moins de déchets d'emballage. Ok, très bien. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet et vous allez nous expliquer déjà ce que c'est devenir épicière ou épicier engagé, pardon. Et puis voilà, ensuite, vous allez tout nous raconter, l'histoire, l'aventure, comment devenir franchisé. Enfin voilà, on va tout savoir. Donc, je Alors, vous écoute. effectivement, devenir épicier engagé ou épicière engagée, on est à la fois dans l'engagement et dans l'inclusion, vous l'avez bien compris à travers ce titre. D'abord parce que ce projet, il est né d'une intention toute modeste qui est de changer le monde. Hum, Et changer le monde, il y a du travail, hein, vous vous en doutez. Et pour arriver à changer le monde, il fallait l'aborder par un angle et on a décidé de l'attaquer par quelque chose qu'on connaissait un petit peu, qui était la distribution de produits du quotidien. Parce que quand on consomme de l'épicerie, des produits ménagers, des produits d'hygiène, on a plein de raisons de gaspiller et de jeter des emballages. Donc il fallait s'attaquer à tout cela. Et c'est là le premier engagement, c'est d'être dans une volonté de transformation. Parce qu'effectivement, il y a des chiffres qui font ok. un petit peu peur aujourd'hui, hein, j'enchaîne. 129 kilos de nourriture jetée chaque année par les Français. Alors on peut mettre la tête dans le sable et dire c'est pas grave. Surtout quand ils sont associés à 70 kilos de déchets d'emballage. Donc vous faites la somme des deux, vous rendrez compte de notre Énorme. formidable capacité de gaspiller et de déchets. On peut dire c'est pas ma faute et je m'en occupe pas, ou bien de se dire je vais essayer dans mon quotidien de changer les choses. Et on peut aussi le faire en tant qu'acteur économique, donc d'en faire son métier. Voilà, c'était ça la logique de l'épicier engagé. Alors, comment on fait justement pour réduire, parce que changer le monde, en fait, si on fait chacun un petit peu, on peut y arriver finalement. Donc, qu'est-ce qu'on peut C'est faire justement? c'est ce qu'on appelle effectivement la théorie du colibri. Je ne sais pas si vous la connaissez, cette théorie, mais Hum, promue par Pierre Rabhi, un peu l'initiateur de l'agriculture biologique en France. Petit colibri, il décide de faire sa part, hein, à la base, parce qu'il va éteindre avec une goutte d'eau un incendie. Voilà, nous, on est un peu dans cette logique-là de faire des petites choses dans le quotidien. Et il y a une façon assez simple de réduire les impacts de la consommation quotidienne, c'est de passer au vrac. Parce que le vrac, ça permet de n'acheter que la quantité dont on a besoin, sans emballage, par hum, définition. Le vrac, c'est la quantité de son choix sans emballage imposé. Donc, par définition, moins de gaspillage, moins de déchets. Mais c'est aussi, et dans ces périodes de pression et de tension sur le pouvoir d'achat, une bonne façon de maîtriser son budget. Pourquoi acheter 5 kilos quand on a besoin de 100 grammes? Pourquoi acheter 100 grammes quand on a besoin de 5 grammes? C'est ça la logique du vrac. Et on en a fait tout à fait. notre sujet depuis maintenant 12 ans. Ok. Alors justement, comment ça s'est passé la création du réseau? Parce que Alors, comment on passe d'un magasin à un vrac à un réseau? Notre idée a toujours été de nous développer en franchise. D'une part parce qu'on savait qu'on n'aurait pas les dizaines de millions d'euros nécessaires pour ouvrir des magasins en propre un peu partout. Convaincu aussi que la franchise, c'est un bon format parce que c'est le format d'abord préféré des Français, hein. Vous savez que la France est la championne du monde en nombre C'est vrai. d'enseignes franchisées, en nombre de magasins franchisés, en termes d'emplois créés par la franchise. Donc, c'est un format que les Français, aussi bien consommateurs que porteurs de projets, apprécient. C'est un format qui permet d'être à la fois un entrepreneur, mais en même temps d'être accompagné, d'être guidé. Donc, on s'est dit que c'était une bonne solution pour aller vite, pour peu qu'on trouve des gens aussi fous que nous en 2013 pour se lancer dans cette aventure. Donc, il fallait quand même démontrer des trucs. Donc, en 2013, on ouvre notre magasin pilote
mais en ayant déjà en tête qu'on ouvrirait rapidement en franchise. On n'a écouté Ok. aucun des conseils qui nous disaient d'attendre 3 ans, d'en avoir 5, etc. Très vite, on voulait se développer en franchise et ça a démarré dès 2014 en fait. Ok. Et donc là aujourd'hui, enfin en 2024, c'est quand même un joli réseau. Je vous laisse commenter les chiffres peut-être, Oui, David. alors effectivement, démarrage en 2013. Aujourd'hui, on est factuellement la première enseigne d'épicerie 100% vrac, c'est-à-dire la première en tant que spécialiste, hein, du vrac. On en trouve aussi dans les magasins bio et en grande distribution, mais en tant que spécialiste, on est le leader en nombre de magasins. Aujourd'hui, c'est une quarantaine d'unités un petit peu partout en France. En termes de chiffre d'affaires, c'est une dizaine de millions d'euros pour l'enseigne et c'est à peu près 700 000 passages en caisse dans nos magasins. Euh, et si j'étais un tout petit peu prétentieux, je dirais qu'on est même les seuls au monde. Il n'y a pas d'équivalent à Day by Day C'est dans le vrai? monde. Non, il y a eu quelques petites enseignes en Espagne et en Italie, malheureusement, qui ont disparu pour la plupart. Mais il n'y a pas d'équivalent. Même les Américains n'ont pas de Day by Day. Donc, Génial. un jour l'Amérique, peut-être. Un jour l'Amérique, ouais, justement. Alors aujourd'hui, on en est où en termes de chronologie? Comment ça s'est passé? Comment ça s'est développé? Combien de magasins vous avez aujourd'hui? Enfin, Voilà, donc le projet naît dans nos têtes en 2011. 2012, on écrit tout ce qui sera demain le projet Day by Day, à savoir des magasins qui ont pour mission de s'occuper de la relation avec les consommateurs, quelque chose qu'on ne peut pas mutualiser, hein. On est dans du petit commerce de proximité. Donc la responsabilité du magasin, c'est de gérer la relation client. En revanche, il y a tout un tas de choses qui peuvent être mutualisées pour libérer du temps, pour gagner en compétitivité, pour gagner en efficacité, c'est ce qu'on va appeler la supply chain. Donc, ouais. l'idée originale, c'est le magasin visible, on va dire la partie immergée de l'iceberg, et la partie submergée, c'est toute la supply chain, sourcing produit, logistique, outils dédiés à la gestion du vrac. Il a fallu en créer plein, on aura peut-être l'occasion de revenir dessus. Le marketing, la formation, tout ça, ça peut être mutualisé. Donc derrière Day by Day, il y a toute une machinerie, j'oserais dire, qui est là, pas seulement pour développer le réseau, mais aussi pour fournir les bons produits. Euh, et les bons produits, c'est de les rendre évidemment attractifs, accessibles économiquement, euh, et avec lesquels on prend du plaisir. C'est-à-dire qu'il y a du goût derrière tout ça. Il y a des produits performants. Souvent, quand on part sur de la chimie végétale, par exemple, sur les produits ménagers, ben, les performances ne sont pas top. Ben, on va Mmh. essayer de trouver des produits qui ne font pas de mal et en plus qui soient performants. Donc, c'est tout un boulot et on a des équipes pour ça. Donc, ça, c'est. En 2011, on écrit déjà tout ça. En 2013, on teste le concept magasin. En 2014, premier magasin franchisé. Et on ouvre une énorme plateforme logistique de 45 mètres carrés pour servir les 2 premiers magasins. Et puis ça se développe comme ça gentiment. On arrive à 9 magasins fin 2014. On est à 25 magasins fin 2016. Et Ah là, oui, donc ça a été rapide quand même ça a été le très rapide, hein, très très mmh. rapide. Et donc il faut que derrière la logistique puisse suivre. Donc c'est là qu'on bascule dans le courant de l'année 2017 sur une grande plateforme logistique cette fois, 5300 mètres carrés qu'on continue d'exploiter aujourd'hui. De 45 à 5003, il y a eu un passage, bref, à 300 mètres carrés quand même. Oui, Enfin, j'imagine, oui. Sinon pas c'est quand même possible un en gros, 45 m². c'est un gros saut en avant quand même, hein, même 300 à 5003. Donc, on a pu y développer nos outils, nos méthodes. Dans cette période-là, on ouvre beaucoup, beaucoup de magasins parce que la dynamique vrac est forte. On commence à tester des nouveaux concepts, même un grand format, puisque jusqu'alors, on était plutôt présent dans l'hyper-centre-ville avec des petits magasins de 60 mètres carrés. En 2020, période Covid, on teste quand même de la nouveauté avec un grand format. En 2021, on se digitalise en ouvrant un click and collect ou un drive piéton, comme on appelle ça aussi, avec l'éco-drive. Et puis, dans les faits marquants de la vie de l'entreprise, on décide d'aller au bout de notre raisonnement et on devient société à mission, donc avec une raison d'être qui est inscrite en dur dans les statuts juridiques de l'entreprise. Et cette mission, elle était évidente dès le premier jour, mais on avait envie de la marquer au fer rouge dans notre carte d'identité juridique. Et la mission, c'est quoi alors?
Alors la mission, alors comme toutes les raisons d'être, elle est un peu alambiquée dans sa rédaction, donc je vais la simplifier à l'extrême. C'est de promouvoir à grande échelle la pratique du réemploi pour réduire les impacts de la consommation quotidienne sur le bien commun. Et j'insiste sur le bien commun parce que on va aussi bien travailler à la préservation de l'environnement. On sait que les ressources se font rares, sont donc précieuses, qu'il faut respecter notre environnement de vie. Mais il faut aussi se dire que quand on achète des choses pas chères, il y a souvent un esclave à l'autre bout de la chaîne. Mm. Donc il s'agit aussi de préserver l'humanité au sens presque éthique du terme. Et nous, on va plutôt favoriser des productions au plus proche. On a 105 fournisseurs, pour l'essentiel basés en France, avec une grosse part de la production, plus de 70% sont des produits issus du territoire. Ce qui ne vient pas du territoire, c'est parce que ça ne pousse pas encore en France, malgré le Oui, réchauffement climatique. Le café, les noix de cajou, tout ça, c'est pas encore arrivé en France. Sait-on jamais. ouais, le cacao, les bananes. C'est ça, tous ces produits-là sont encore des produits qui viennent d'importation. Et Mm. on va toujours privilégier, à chaque fois que c'est possible, des productions françaises, des productions durables, labellisées ou non, parce qu'on n'est pas des obsédés de la labellisation. On va à la rencontre de nos fournisseurs pour regarder comment ils travaillent. Et il y a souvent le respect de traditions, de terroirs qui vont rentrer en ligne de compte aussi. Et notre volonté, c'est d'être vraiment le spécialiste du vrac pour tous. J'aime bien cette photo parce qu'elle résume bien l'ambiance de nos magasins. Vous y voyez plein de choses dans cette photo, en tout cas Ouais, c'est vrai. ce que vous avez envie d'y voir, mais aussi beaucoup de convivialité. Mais Vous beaucoup voyez d'échanges, c'est vrai. de l'échange entre les clients et les commerçants, et des endroits accueillants. On nous dit souvent, c'est joli, ça sent bon chez vous. Bah voilà, c'est d'essayer de faire en sorte que l'expérience d'achat soit la plus favorable possible parce que on peut être engagé. Il faut faire attention à ne pas oublier une chose, c'est qu'on vend quand même des produits à des consommateurs au quotidien. Hein, on ne donne pas des cours de géopolitique ou quoi que ce soit. Donc il faut que les gens se sentent bien, qu'ils aient envie de revenir. Ouais, ouais, tout à fait. Et du coup, là, en fait, quand vous dites le vrac pour tous, c'est aussi, j'imagine qu'au niveau, en termes de prix, vous essayez d'être le plus raisonnable possible. Enfin, raisonnable, c'est pas une question d'être raisonnable, en tout cas le plus accessible possible pour tous les publics. C'est ça, pour Ouais, essayer d'ouvrir un maximum de public. c'est ça, on dit une offre large, attractive et accessible à tous. C'est un peu ça notre mot d'ordre et c'est la première ligne du cahier des charges de notre équipe achat. Donc aujourd'hui, un peu plus de 1000 produits proposés en vrac et en consigne qui en fait l'offre la plus développée du marché. Encore une fois, c'est factuel, hein, c'est pas pour faire rouler des mécaniques, c'est un fait. Nous sommes hyper spécialistes de notre métier, donc on a plus de produits que les autres. Ben oui, Voilà, c'est le rôle d'un spécialiste. tout à Euh, fait. un marqueur France, comme je le précisais, plus de 70% de produits fabriqués en France, du bio, mais pas que. On a une surreprésentation par rapport à l'offre nationale de produits bio, puisque c'est à peu près 30% de notre offre pour 40% de notre chiffre d'affaires. Ok, Donc c'est significatif, hein. tout à Le fait. bio sur les produits de grande consommation, tout marché confondu, c'est 5%. Vous voyez, donc chez nous, on a une appétence pour le bio qui est plus forte, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a que du bio. Parce que bio, c'est souvent un peu plus cher. Eh oui, oui. Non, mais Donc, ça peut être de l'agriculture raisonnée, ça peut être du local, exactement. cultivé sans pesticides et du coup qui n'a pas forcément un label, mais qui est quand même, c'est tout comme en fait. Exactement, il y a plein de produits d'origine ou d'indication protégée, hein, Tout l'AOP, à fait. l'IGP, Label Rouge, HVE, Entreprise du patrimoine vivant. Enfin, il y a plein de labellisations qui mettent en valeur ou qui garantissent une qualité dans l'exécution. Et peut-être qu'effectivement, réduire le bien à un seul label est un petit peu trop ambitieux. Ouais, Donc, il y a ouais. plein de choses à faire. Il suffit de l'expliquer. Donc, il y a un gros travail de formation de nos commerçants pour qu'ils soient capables d'expliquer ce qu'il y a derrière le produit et légitimer un prix. Après, les prix doivent être compétitifs. Ça veut dire qu'à qualité comparable, ils doivent être à minima au même prix, Voire idéalement moins moins cher. cher que l'équivalent emballé. Et dans la majeure partie des cas, on va dire que le vrac est entre -5 et -30% en comparaison de qualité, qualité égale par rapport à de l'emballé. Donc ça, c'est important. Et Ah oui? on a en plus, vous voyez peut-être là sur la partie droite du visuel,
toute une offre, à peu près une centaine de produits qu'on qualifie de prix Rikiki. Alors, on a voulu justement, plutôt que prix bas ou autre, jouer un peu sur le côté connivant et sympathique parce que personne n'a envie d'acheter des produits pas chers parce que ça veut dire qu'on est pauvre. On n'a pas envie d'être stigmatisé. C'est étonnant, hein. On veut que les produits soient accessibles, mais on n'a pas envie d'être catalogué pauvre en achetant des produits pas chers. Donc, on dédramatise le côté accessible du prix en parlant de prix Rikiki qui vont être marqués avec des petites étiquettes dans le magasin qui permettent à ceux qui ont un budget peut-être un peu plus limité d'aller sur un produit de qualité satisfaisante, mais plus accessible encore. Donc, il y a Ok. vraiment cette volonté de travailler sur tous les marqueurs de la préférence produit, on va dire. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver dans les magasins Day by Day? Tout. Alors, pas tout, parce qu'on va être, nous, très concentrés sur l'épicerie, la droguerie et l'hygiène. Souvent complétée en local par une offre de fruits et légumes qui va être sourcée sur la base d'un cahier des charges qui est défini par nous, mais qui va être sourcée directement par notre commerçant. Nous, on va l'alimenter sur l'épicerie, salé sucré, la droguerie, l'hygiène. Chiffre d'affaires à peu près deux tiers alimentaire, un tiers non alimentaire. Ok. Donc, donc le non alimentaire est quand même très important dans l'offre parce que souvent, vrac, dans l'esprit du néophyte, c'est égal à l'apéritif, au petit déjeuner et éventuellement au riz et aux pâtes. Nous, on a 32 familles de produits aujourd'hui, donc on couvre quand même une part importante des besoins alimentaires dans ce qui se conserve à température ambiante. Ça va être ça notre sujet. Nous, Hmm. notre métier, c'est principalement la température ambiante. Les produits frais vont venir en complément de gamme, mais nous, notre cœur de métier, c'est quand même les produits à température ambiante. On appelle ça dans notre jargon le vrac du placard, ce qui peut se garder dans le placard de la cuisine ou dans la petite étagère au-dessus du lavabo et en dessous de l'évier, produits ménagers. Les produits d'entretien représentent à eux seuls quand même 15% du chiffre d'affaires moyen des magasins. Donc j'attire l'attention sur cette offre produit qui n'est pas la plus évidente à vendre parce que ce n'est pas le premier réflexe du consommateur, d'où un gros travail de formation sur les produits d'entretien qui représente une part non négligeable du chiffre d'affaires et Oui, quand qui nous même. différencie de la grande distribution. La grande distribution se concentre sur l'alimentaire et très peu sur le non alimentaire. Hmm. Tout à fait. Alors, donc on a parlé tout à l'heure, il y a deux formats de magasins aujourd'hui. D'abord, vous avez commencé par les hypercentres, donc plus petit format. Oui, alors ça va être le cœur de la proposition des By Day aujourd'hui, hein, des formats urbains. Ça tombe bien parce que dans la distribution de proximité est celle qui est la plus plébiscitée par les Français. On est dans un pays vieillissant, donc cette caractéristique de la proximité va se développer parce que qui dit un pays vieillissant dit moins de mobilité. Quand on vieillit, on se nourrit un peu moins, on réduit un peu ses quantités. Mm. On vit dans des logements qui sont souvent un peu plus petits. Donc moins de place pour stocker, moins d'achats quantitatifs, plus de proximité. Donc c'est plutôt de la répétition de visites, ce qu'on observe déjà dans les hypercentres. Donc on est plutôt sur ce type de format et en anticipation de ce que sera le futur des villes françaises dans les années qui viennent. Donc ça reste le cœur du sujet. 80 mètres carrés à peu près, 60 mètres de surface commerciale, 20 mètres de réserve. On reviendra peut-être tout à l'heure sur la typologie de l'emplacement. Et puis un deuxième format plus spectaculaire, plus coûteux évidemment à lancer, donc qui n'est pas forcément notre priorité de développement aujourd'hui, mais qui existe, qui est un format de périphérie de ville, où là on va être sur un magasin de destination, donc on va proposer une offre plus large dans laquelle on va retrouver la traditionnelle épicerie vrac telle qu'on la connaît en centre-ville, mais associée à un stand de boucherie, un stand de crèmerie, un stand de fruits et légumes développés. Donc un endroit dans lequel on peut réellement faire l'ensemble de ses courses. Et on a un très beau magasin de ce type à Rennes aujourd'hui qui fait un peu office de vitrine. Ok. Et après, pour le click and collect, comment ça se passe? Alors on a, Est-ce on que c'est a est-ce que c'est l'enseigne? Est-ce que c'est vous au niveau du siège qui gérez tous les click and collect et vous dispatchez ou c'est chaque point de vente qui gère son click and collect et les alors consignes? un mix des deux, j'allais dire, Elsa. À la fois une place de marché, c'est-à-dire que nous administrons pour nos franchisés.
en fait le point d'entrée pour l'ensemble des consommateurs. Et ensuite, chaque commerçant va gérer sa propre boutique. Donc, on est vraiment sur la logique du marketplace. J'aime pas beaucoup ce terme, mais je préfère un terme français, place de marché. Enfin, on est une marketplace, c'est un fait. On héberge en fait l'ensemble des boutiques de nos magasins, puisque la préparation de commandes se fait dans le point de vente, donc au plus proche du consommateur. Donc, on est dimanche soir, j'ai un peu la flemme d'aller faire mes courses dans mon magasin Day by Day préféré, donc je vais passer mes courses en ligne et mon gentil commerçant va me préparer mes courses dans des jolis bocaux en verre qui seront donc consignés réemployables. Et le commerçant a la possibilité, en gérant sa propre boutique, d'y ajouter éventuellement des produits supplémentaires qui ne sont pas Mm. dans notre catalogue. Donc ça va lui donner plus de liberté aussi pour pouvoir ajouter au catalogue des produits supplémentaires. Le côté différenciant de ce click and collect, c'est qu'on est les seuls aujourd'hui à proposer ce qu'on appelle de la consigne déportée. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que C'est-à-dire, c'est la consigne déportée? c'est-à-dire. La problématique de la consigne, c'est que à chaque fois que je fais mes courses, on va me demander une caution sur mes contenants. Je vais vous donner des chiffres très précis parce qu'on est entre professionnels. Une commande moyenne sur des Day by Day EcoDrive, c'est 13 produits Ok. en moyenne. Donc 13 13 contenants. donc 13 contenants. Volontairement, pour inciter au retour des contenants, le montant de la consigne est assez élevé. On l'a positionné à 2 euros. Ouais. 13 fois 2, 26 euros. Le panier moyen est à 45 euros. 45 plus 26, vous faites le calcul, on arrive à 71 euros Mm. pour 45 euros de marchandises. Pour nous, c'est rédhibitoire. Donc, on a trouvé, et en cela, on est très heureux d'avoir développé en partenariat avec le Crédit Agricole, pardon, je les cite ici, mais c'est important de savoir qu'ils ont été innovants. On a développé une formule unique où, en fait, au moment de la transaction, pour la consigne, il y a une caution ou une empreinte de carte bleue qui est prise, mais il n'y a pas de décaissement. Ok. Et j'ai 30 jours pour ramener mes bocaux. Résultat des courses, ça ne coûte rien aux consommateurs et j'ai un taux de retour de contenant qui est supérieur à 90% quand la Ouais. moyenne nationale sur la consigne est à 60%. Ouais, ouais. Bon, génial. Donc tout le monde est gagnant. L'environnement en premier, puisqu'on évite les déchets d'emballage. Les bocaux reviennent et évidemment, ça fidélise les clients parce que quand ils viennent rendre leurs bocaux, Ah bah, bah ils sont oui. repassés une commande, évidemment. Bah oui. Oui, puis du coup, Voire en ils fait, achètent un peu ils ont plus en toujours, magasin. ils ont toujours cette caution qui est présente, puisqu'en fait, ils ramènent, mais ils réempruntent, donc ça se. On déconsigne et on reconsigne au fur et à mesure. C'est Et en ça, ouais. fait, il y a jamais de sortie d'argent. Il y a juste une garantie pour le commerçant que si jamais les bocaux ne sont pas rapportés, au moins ils sont effectivement débités. Mais je vous le disais, on a un taux de retour qui est supérieur à 90%, c'est-à-dire qu'il y a très peu de débit. Et on en est très content parce que ça veut dire que cette proposition de faire ses courses en contenant réemployable, ben, elle est entendue et elle est entendable. Carrément. Alors, tout à l'heure, vous avez évoqué l'emplacement, donc parlons-en de cet emplacement. Quel serait un emplacement idéal? Alors, l'emplacement idéal pour nous, c'est d'abord dans une ville qui nous semble éligible en termes de population. Donc, on va être plutôt sur des villes de 40 000 habitants et plus, auxquelles j'ajouterais une notion de densité de population. Donc, on va être sur une recommandation d'au moins 4 000 habitants au kilomètre carré, ce qui nous assure de l'existence d'un commerce de proximité. Moins la ville est dense, plus on prend sa voiture pour aller d'un point à l'autre pour faire ses courses. Donc, une bonne densité signifie que dans une logique de commerce de proximité, hein, on parle de 5 minutes à pied, on va chercher à avoir au moins 5 000 habitants dans ce rayon de 5 minutes à pied. C'est Ok. important parce qu'avec le vrac et la consigne, je l'évoquais précédemment, on touche une petite part du marché. Donc si on n'a pas suffisamment de clients potentiels, ben, ça va être difficile de rentabiliser son commerce. Donc ça va être le premier sujet. Est-ce qu'on a la densité de population suffisante? Ensuite, on va faire très attention aux accessibilités du commerce parce que quand on parle de centre-ville, on peut vite se retrouver dans des quartiers très piétons Mm. où les problématiques de livraison, mais aussi les problématiques de se garer. Venir en vrac, ça veut dire peut-être avoir des bocaux, donc d'avoir un peu de Oui, c'est un poids. petit peu lourd, ça peut être un petit peu lourd, ouais. Voilà, Enfin, c'est un faut peu lourd. prévoir Donc, la chariote, là.
Exactement. Alors, beaucoup de nos clients viennent avec les vélos cargo, avec des cabas avec différentes options, mais il faut reconnaître que si le magasin est difficile d'accès, pour faire ses courses tous les jours, ça ne marchera pas très bien. On Mm. peut être éventuellement sur des entrées et sorties de ville, sur ce qu'on appelle des axes pénétrants, à proximité, vous voyez, de boulangeries, de chaînes à fort débit, où on peut être très complémentaire par rapport à ce type de commerce. Ça, c'est une option que l'on étudie également, des entrées de ville, mais pour peu qu'il y ait déjà un commerce alimentaire existant. Euh, Si on descend un petit peu après sur le local, on va être sur un local où, dans la proximité, on va recommander à ce qu'il y ait déjà, c'est le petit schéma qu'on voit en bas à droite, c'est quand on regarde le local du trottoir d'en face, idéalement, on voit à proximité un boucher, un boulanger ou un primeur ou éventuellement une pharmacie. Même si on n'est pas dans l'alimentaire, la pharmacie, c'est un lieu qu'on va fréquenter régulièrement Oui, 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 oui. et dans laquelle on a généralement ses habitudes. Nous, on Mhm. va vraiment privilégier le secteur où les gens ont coutume d'aller faire leurs courses. On est Ok. vraiment sur un commerce de complément, donc c'est important d'avoir déjà ça dans la rue. On va être sur un local, on l'évoquait, qui fait à peu près 80 mètres carrés, dont 60 mètres de surface de vente minimum, et avec une belle vitrine parce que on sait aujourd'hui statistiquement que 55% de nos nouveaux clients sont passés devant la vitrine. On est vraiment sur un commerce de flux, pas un commerce de destination. Ok. Je le répète très régulièrement à mes porteurs de projets. Day by Day est un petit peu connu, mais la plupart des gens qui rentrent dans nos commerces ne nous connaissaient pas avant. Donc ils sont attirés par ce qu'ils voient, ils se disent tiens, ça a l'air sympa, je vais y faire un tour. Et là, ils rentrent dans le monde merveilleux du vrac chez Du Day by vrac. Day. Mais déjà, il faut les faire entrer. Donc il faut être dans un lieu où il y a du passage piéton. Ça, c'est Ok. très important. Alors David, avant de nous expliquer rapidement les différentes étapes, j'aimerais quand même qu'on fasse un petit point sur le type de candidature que vous Ouais. recherchez. Quelles sont les qualités que doivent avoir les candidats pour s'épanouir pleinement chez Day by Day? Alors, je dirais que le tout premier critère, sans quoi rien n'est possible, c'est déjà d'avoir fait son chemin personnel en termes de consommation. Ok. On est sur une enseigne engagée. Je fais la différence avec une enseigne militante. On n'est pas militant, on est engagé, c'est-à-dire qu'on a une thèse et une philosophie et une éthique qui est clairement affichée sur la porte. Donc on doit être en phase avec ça. Donc ça veut dire pas de place pour les opportunistes ou les gens qui s'imaginent juste faire du vrac parce que c'est tendance. Non, il faut avoir des convictions personnelles et ça va être le tout premier critère. Je pense qu'il faut qu'il y ait une adéquation entre les habitudes personnelles de consommation et ce projet. Après, on va chercher ce que cherche tout franchiseur. C'est quelqu'un qui a, euh, on dit rigoureux, courageux, généreux, pour faire simple, hein. Donc rigoureux parce que on est dans du commerce de centimes, hein, Oui, tout à fait. donc il faut être précis, précis dans l'exécution, courageux parce que tenir commerce nécessite du courage. Il faut être travailleur. On ouvre le matin, on ferme le soir, on est resté debout la plupart du temps. On travaille quand les autres se reposent, le samedi, parfois le dimanche matin, certains le lundi après-midi également pour pouvoir servir les commerçants qui, eux, ferment. Donc il faut du courage, c'est sûr qu'il faut savoir relever les manches. Et puis généreux parce que si on n'a pas de manière sincère, authentique, chevillé au corps, un vrai bonheur à recevoir des clients, ça ne marche pas. On a une grande part de pédagogie dans ce qu'on fait parce que le vrac, c'est pas encore totalement dans les habitudes de chacun. Donc il y a un gros travail d'explication sur les pratiques, sur l'origine des produits, sur parfois même comment on prépare les produits. On propose des recettes, etc. Mais parfois les gens nous disent, mais les légumineuses, comment ça se prépare? Et quand on leur dit qu'il faut les tremper dans l'eau pendant toute une nuit, Oh parfois là on, là. parfois on se dit, oula, ah bon, mais je savais pas, moi je croyais que je les faisais à la poêle. Bon, donc il y a tout ce travail de pédagogie et le répéter toute la journée, toute la semaine, si on le fait pas avec la conviction de le faire pour une bonne cause, c'est pas la peine. Ouais, ouais, je comprends.
Donc, je Oui, il pense faut que c'est vraiment être convaincu et passionné finalement, en fait. passionné, j'irais même passionné idéalement par la cuisine, avoir envie de partager. Et Oui, le il va dire bonheur par absolu, exemple, bah, ça, vous pouvez le faire comme ça, ou je vous conseille de le exactement. préparer comme ça, c'est très bon comme ça. Et le bonheur absolu, c'est le retour des clients. Les clients sont incroyables, c'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils sont extrêmement généreux pour peu qu'on les accueille avec ce sourire aux lèvres et cette envie de partage. Ben, eux aussi, ils se partagent entre eux des recettes. On voit souvent des clients qui ne se connaissent pas se dire, ah bah tiens, vous avez pris ça, vous le faites comment? C'est absolument magique d'être aussi dans des lieux d'échange, de rencontres intergénérationnelles, interculturelles. Je trouve ça formidable d'avoir cette chance-là. Et donc, quand on est un commerçant qui s'inscrit un peu dans le projet de la communauté, on va dire, bah, c'est extrêmement gratifiant. Donc oui, d'abord des qualités humaines. Et comme tous les franchiseurs le disent, et c'est tout l'intérêt de la franchise, la technique, elle s'acquiert tout au long du parcours. Et au cours des différentes étapes, on est là pour les accompagner les unes après les autres. Oui, donc il y a vraiment cette dimension commerçante. Ensuite, il y a aussi une vraie dimension de conseil, comme vous le disiez. C'est pas, en fait, avoir une épicerie spécialisée dans le vrac, c'est pas comme une supérette. C'est pas du tout pareil. C'est pas le même métier. C'est un métier qui est plus proche de celui du caviste ou du fromager. Je pense qu'il y a l'amour du produit qui doit être perceptible. Ça, c'est une évidence. Et finalement, commercer, c'est donner. Mm. C'est pas vendre. À partir du moment où on donne du sourire, du conseil, la vente, elle se fait naturellement. Et c'est ce qu'on dit souvent à nos néo-franchisés. Parfois, me disent, ah, mais moi, la vente me fait peur, mais on vend pas, en fait. Le client rentre, il veut acheter des produits, il sert. La majorité des produits sont en libre service. Ce qu'on va donner en plus, c'est effectivement, c'est gratuit, c'est le sourire, c'est le conseil, Mhm. c'est des suggestions, etc., etc. Et ça, c'est ce qui fait fidéliser un client aussi. Et un profil investisseur, ça me semble compliqué du coup. Quelqu'un qui est purement investisseur, est-ce que c'est Oui, possible ou pas? non, ça ne marchera pas parce que d'abord, le contrat de franchise est intuitu personné et nécessite un engagement Ok. contractuel, hein. C'est un des articles, l'investisseur doit s'engager. Et je pense qu'il faut qu'il y ait un peu cette obligation de réussite qui soit aussi sous-tendue derrière. Je me méfie toujours des projets où finalement, réussir ou pas, c'est pas très grave. Je pense qu'il faut que l'échec ne soit pas une option aussi. D'ailleurs, Ouais, ok. très, très, très clairement, les banquiers aujourd'hui attendent d'avoir des commerçants en face d'eux qui mouillent la liquette, mais qui mettent aussi un petit peu d'argent dans le projet pour être sûr qu'ils vont s'engager, quoi. Ouais, tout à fait. Alors, David, si vous le permettez, parce qu'on a été, on s'est emballé dans notre conversation. C'est mon côté passionné, ça, je suis navré. Non, mais c'est pas du tout un reproche. Mais du coup, est-ce que vous pouvez nous dire juste rapidement, là, les différentes étapes, bon, on voit, en général, c'est assez classique. Il y a rien d'extraordinaire dans le parcours, hein. On reçoit des candidatures. Ces candidatures font l'objet d'un entretien préliminaire un petit peu poussé pour voir justement si les motivations sont sincères. Après, il y a un échange documentaire, il y a l'incontournable immersion pendant 2 jours dans un magasin qui fait l'objet d'une évaluation. Après, on rentre dans le processus classique de recherche de financement, tout ça. Comme tous les franchiseurs, on va essayer d'être très présent à chacune des étapes et d'être en accompagnement avec d'abord des accords bancaires, enfin avec des grands réseaux, des fournisseurs référencés, etc., etc., pour rendre la vie du porteur de projet la plus simple possible. J'ai coutume de dire que porter un projet comme ça s'assimile aux assiettes chinoises. Vous savez, on fait tourner plein d'assiettes sur des baguettes. Il faut tout surveiller en même temps. Et ça peut être un peu stressant pour quelqu'un qui ne s'est jamais lancé dans l'entrepreneuriat. Bah, on est là pour rassurer et apporter des solutions tout au long du projet, qui va prendre en moyenne 10 à 12 mois quand même, hein, pour, Ok, de l'intention jusqu'à l'ouverture réelle en moyenne. Donc c'est long. Et il y a 3 mois de formation ok. dans, dans- Donc ça, dans c'est ces 12 inclus mois. dans ces 10 à 12 mois. Ouais, exactement. Ok. Alors justement, la formation. Qu'est-ce que vous proposez en termes d'accompagnement, David? Alors l'accompagnement, il commence déjà par le fait, effectivement, bon, de former en initial les futurs exploitants. Mais enfin, c'est le minimum qu'un franchiseur doit faire.
On va partir du principe que le magasin est ouvert et qu'est-ce qu'on peut lui apporter? Aujourd'hui, on va lui apporter le bénéfice de pouvoir s'appuyer sur la première et seule centrale d'achat, aujourd'hui 100% dédiée au vrac. Il n'y a pas d'équivalent, donc je ne fais pas le malin, c'est juste un fait établi. On a une centrale d'achat avec une équipe qui est entièrement dédiée à la construction, à l'animation, à l'évolution de ce catalogue qui, sur les produits qu'on propose aujourd'hui, représente à peu près 700 produits sur les 1000 qu'on va retrouver dans les magasins. Aussi bien en bio qu'en conventionnel, qui va être particulièrement sélectionné, comme je l'évoquais précédemment. Il y a un gros travail sur le conditionnement en amont chez nos fabricants et producteurs, sur les conditionnements de telle manière à être sur les choses qui soient les moins impactantes possibles, hein. Il y a parfois des légendes urbaines qui laissent à penser que le vrac, c'est des petits sachets qu'on vide dans des grands bacs. Pas chez nous, en tout cas, hein. Ça va être Ouais, des ok. conditionnements adaptés. C'est un point de commande unique. À titre d'exemple, une commande de base chez nous, c'est une centaine de lignes. Ça représente 30 à 40 fournisseurs. Si le magasin devait le faire tout seul, il devrait passer 30 à 40 commandes, recevoir 30 à 40 livraisons, Tout à fait. contrôler 30 à 40 BL, payer 30 à 40 factures différentes. Voilà, donc avec nous, c'est un point unique. On a développé au fur et à mesure du temps tout un tas d'outils spécifiques à l'exploitation du vrac. On a une plateforme d'édition en ligne d'étiquettes avec toutes les informations dont le consommateur a besoin et qui sont réglementaires. La plupart des magasins indépendants font ça à la main. Nous, on a une plateforme qui met ça automatiquement à jour avec notre base article. On a une application de traçabilité aussi, de gestion du vrac, qui est plébiscitée aujourd'hui par la DGCCRF. Donc, vraiment des outils qui vont faciliter la vie de l'exploitant. Et puis, on travaille sur des campagnes locales et nationales de communication pour promouvoir le vrac et l'enseigne. Et puis, on assure de la formation continue tout au long de l'année sur des thématiques produits, métiers, etc., etc. Ok. Et alors, combien ça coûte tout ça? Combien ça coûte de rejoindre le réseau Day by Day? Alors, il y a une redevance initiale forfaitaire, appelée aussi droit d'entrée, de 14 000 euros, qui inclut l'ensemble de l'accès à l'enseigne, ce qu'on appelle le cahier d'assortiment, donc l'accès à la centrale, la formation initiale complète. J'insiste sur un point, c'est que nous sommes organisme de formation certifié Calliope. Ah, Donc, on peut faire passer 8 000 euros sur les 14 000, les 8 000 euros valorisant la partie formation. On peut éventuellement monter un dossier pour une prise en charge par les OPCO pour les porteurs de projets qui ont cette possibilité. Je le dis au passage parce que c'est rare d'avoir cette c'est certification. Elle est vrai, c'est vrai, c'est vrai. difficile à obtenir et difficile à garder, donc on en est assez fiers. Ensuite, on va avoir classiquement une participation à la communication nationale à hauteur de 2% du chiffre d'affaires hors taxe mensuel, des redevances d'assistance technique et commerciale pour tout l'accompagnement à 2,5%. Et il faut compter un investissement total pour ouvrir son magasin. Je le précise, hors droit au bail, parce que ça, c'est la variable d'ajustement. On préconise la location pure, mais parfois, sur un très beau local, il y a un droit au bail. Donc, hors droit au bail, on va être avec, incluant la redevance initiale forfaitaire et le stock de départ. Donc, je dirais un clé en main, on est à peu près sur 100 000 euros hors taxe. Donc, ça veut dire un apport personnel d'environ 20 000 euros, à peu près? Les banques aujourd'hui sont entre 20 et 30 000 euros Ok. classiquement de demande d'apport personnel, oui. Ok, parfait. Bon, bah merci David. Avant de clôturer et de nous quitter, est-ce que vous souhaitez adresser un dernier message aux personnes qui nous écoutent et qui pourraient être tentées par l'aventure Day by Day? Alors, la première chose, je les invite à aller voir un magasin Day by Day, déjà. S'ils ne le connaissent pas, je pense qu'en tant que consommateur, ça sera une belle expérience, j'en suis convaincu. En tout cas, depuis 12 ans, les retours sont très positifs. On vient d'avoir 20 magasins élus meilleur commerce de France. Ah, génial. Donc ça veut dire quand même que, comme je le dis toujours, le client, c'est le patron. Donc, une belle expérience client à vivre. Et peut-être que ça leur donnera envie de mettre le tablier vert et à leur tour d'accueillir des clients, comme on le voit sur cette photo. Bon, ben, un grand merci alors encore à vous, David. Grâce à cet échange, on comprend mieux en fait comment Day by Day s'inscrit dans une démarche à la fois engagée, responsable et durable, tout en proposant un modèle économique solide pour les entrepreneurs.
Pour en savoir plus, n'hésitez pas à visiter le stand virtuel de Day by Day, échanger avec David et son équipe et pourquoi pas poser les premières pierres de votre futur projet entrepreneurial. On ne sait pas. En tout cas, on vous le souhaite. Merci à tous pour votre attention et à très bientôt pour un nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF. Bonne journée à toutes et à tous.